Bienvenue tout le monde, je suis Chris Flaming, responsable des actions publiques et éducation de Train World. Je suis très heureux que vous êtes si nombreux aujourd'hui pour la conférence sur l'industrie ferroviaire belge à l'ère de la vapeur. Et nous organisons la conférence en ligne et ce sera aussi le cas pour la conférence du 19 février et du 26 mars. Mais nous espérons d'organiser nos autres conférences de 2022 dans le musée même, évidemment. À la fin de cette conférence, vous verrez encore un aperçu des conférences jusqu'à 17 avril, ce qui est la fermeture de l'expo sur l'Orient Express. Et à partir de 10 mai, nous vous présentons une exposition sur la voiture royale. Et pour les conférences liées à cette expo sur la voiture royale, et autres conférences de 2022, je vous conseille de garder un œil attentif sur notre site web. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur notre conférencier de ce matin, Michelangelo Van Meerten. Il est historien de l'économie. Il a obtenu son doctorat sur les investissements dans l'économie belge au XXe siècle et a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire de la banque et de la bourse en Belgique. Ses principales publications portent sur l'histoire des chemins de fer et il a déjà écrit plusieurs livres ferroviaires. Il a été assistant à la KUL Leuven, postdoctorant à l'UCL et il a enseigné à Groningen, Bruxelles, Cracovie, Barcelone et Madrid et il est enseignant à la Brussels School of Governance. Excuse-moi. Aujourd'hui, il brossera un tableau du développement de l'industrie ferroviaire belge depuis ses tout débuts en 1835 jusqu'à la fin de l'ère de la vapeur. Et avant qu'il commence, une dernière note pratique. Vous pouvez poser des questions via le Q&A. Donc, des questions sont discutées à la fin. Beaucoup de plaisir. Bienvenue tout le monde à cette conférence qui malheureusement n'a pas lieu directement à Train World. J'espère que dans l'avenir les conférences peuvent de nouveau se produire de façon live à Train World, mais bon, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter l'expo actuelle de l'Orient Express, je vous le recommande vivement. C'est chaque fois un énorme plaisir d'être au musée. Donc le thème aujourd'hui, c'est un aperçu de l'industrie ferroviaire belge et plus en détail les locomotives et leur conquête du monde. Je me concentrerai surtout sur l'époque du vapeur, l'époque de gloire de l'industrie belge. Mais je donnerai aussi quelques indications pourquoi l'industrie après n'a pas connu ou n'a pas pu poursuivre en fait son expansion qu'elle a connue tout au long du XIXe siècle. Je commence d'abord par l'époque actuelle. Il y a encore deux grandes entités en fait de production ferroviaire en Belgique qui maintenant s'appellent tous les deux ou sont tous les deux sous la bannière d'Alstom. Vous les connaissez sans doute parce qu'ils sont souvent dans les nouvelles, les infos. Il y a notamment Alstom Bruges qui auparavant était Bombardier depuis 88. La société belge de production à Bruges a été repris par le Canadien Bombardier, qui à son tour a été repris en 2021, donc l'année dernière, par Alstom. À Bruges, il y a environ 500 personnes qui travaillent actuellement, et Bruges fait l'assemblage des voitures 559 M7 à double étage pour la SNCB. Et en fait, Bombardier ou Alstom Bruges dépend beaucoup des commandes de l'État. On verra que
Ça, en fait, c'est un fait assez historique. Les commandes de l'État étaient cruciaux pour l'industrie ferroviaire belge. La deuxième entité se trouve à Charleroi, dans l'Hainaut. Il y a 2 centres d'excellence d'Alstom là. Un premier se concentre ou se spécialise dans tout ce qui est stockage d'énergie électrique. Et le deuxième s'est spécialisé dans la signalisation pour les grandes lignes. Et cette entité-là beaucoup plus focalisée sur des exportations. Dans l'ensemble des deux entités, il y a un nombre d'employés qui voisine les 1900 personnes qui travaillent actuellement pour Alstom en Belgique. Donc c'est une industrie qui a son importance, mais si on demande un Belge moyen après l'industrie ferroviaire, il ne va peut-être pas directement venir avec des grands noms belges ou pas avoir une idée que la Belgique joue un rôle clé en fait dans cette industrie, tellement on a l'habitude que bon, les locomotives actuellement sont allemandes, sont françaises, et peut-être dans un futur chinoise. Justement, la Chine, si on remonte un siècle, et vous avez peut-être eu l'occasion de voir l'expo qui s'était l'année dernière à Train World sur l'épopée de la grande construction d'une ligne de chemin de fer de Pékin à Hankou, une collaboration franco-belge. Il y a encore le livre qui est disponible, qui retrace, qui était lié à l'exposition et qui retrace cette expo, cette épopée de l'époque. Vous avez une carte de la Chine, vous avez Pékin ici au nord, Hankou sur le fleuve bleu. Au milieu, l'idée c'était de prolonger cette construction et faire en sorte que c'est aussi les Belges qui le feraient. Ça s'est finalement pas fait. La partie a été construite, mais pas par le consortium franco-belge. Mais cette première grande ligne de chemin de fer de 1204 km était supervisée par un ingénieur belge, Jean Jadot. Ce projet a été réalisé entre 1897 et 1905, donc en relativement peu de temps, compte tenu aussi qu'il y avait des prouesses techniques à résoudre, notamment le pont de 3 km sur la fleuve jaune, ici, le fleuve jaune, et les travaux ont été interrompus par la révolte des Boxers, qui est allé de pair avec des destructions. C'est un œuvre titanesque qui employait à peu près 125 000 ouvriers. Le capital de cette entreprise était à 80% souscrit par les Français et à 20% par les Belges. Et par contre, sur le terrain, c'était les Belges qui dominaient. Et la majorité du matériel qui était livré pour cette ligne venait de la Belgique. Donc ça, c'est une indication que la Belgique, à l'époque, joue un rôle important et quelque part détrônait ou était plus important que l'industrie française. Si on regarde les entreprises qui étaient impliquées, elles ne sont pas toutes des producteurs de locomotives. Il y en a aussi qui produisaient des rails ou des ponts, des constructions métalliques, etc. Côté français, il y a des grands noms de l'époque, compagnie de Vives-Lille, le Creusot, l'établissement Caille, Batignolles, et des ancêtres en fait en Alsace d'Alstom. Côté belge, il y a sans doute aussi des noms que vous allez reconnaître.
la société franco-belge située dans l'Hainaut, Forges-Usines et Fonderie à Saint-Pierre également, connu aussi sous le nom de FUF, situé aussi à Saint-Pierre. Karls Frères, atelier de la Meuse, atelier de Bossu, société Dougré, dans le Liégeois, Gustave Bouel, La Providence, compagnie centrale d'Anne Saint-Pierre, nouveau dans l'Hainaut, usine de Brain-le-Comte, Nicaise et l'Alcuve, dans le Giron, on trouvera plus tard l'usine de Bruges, l'industrie, Madame Verhagen, atelier de Bruges, Forge de la Estre, atelier de Senef, Noirnoulet et atelier Van der Pepen. C'est pas toutes il faudra ajouter aussi Cockerill à cette liste. Ce ne sont pas toutes pas tous les producteurs belges de matériel ferroviaire étaient impliqués dans ce projet, mais une bonne partie en faisait partie, avait souscrit des parties de capital de la société pour être sûr de pouvoir participer à cette construction. Au projet franco-belge, ben, si on regarde un peu la capacité de l'industrie française et belge au tournant du 19e, 20e siècle, on voit que la France avait une capacité d'environ, ça date de 1904, avait une capacité d'environ de 250 locomotives par an, lorsque la Belgique, à peu près à la même époque, 1906, pouvait produire entre 1050 et 200 locomotives par an. Donc finalement, la différence n'est pas très grande. Par contre, la Belgique, évidemment, est beaucoup plus petite en superficie, en population, etc., que la France. Donc c'est étonnant, cette constatation que ces deux industries pratiquement se valent au début du siècle. Au début du XXe siècle, la Belgique, plus en détail, il y a 10 constructeurs de locomotives, il y a 14 producteurs de voitures et 26 qui produisent toutes sortes de wagons pour les transportations, pour le transport des marchandises. Et en total, cette industrie emploie environ 22 000 ouvriers. Mettez ça à la lumière de 1900 aujourd'hui. Il y a un siècle, l'industrie était visiblement beaucoup plus importante. Donc la question à laquelle j'essaierai de répondre, c'est comment un si petit pays comme la Belgique est-elle devenu un géant de la production de locomotives à l'échelle mondiale, parce que la Chine, c'est pas à côté, au début du XXe siècle. Mais pour ça, il faut revenir en arrière. Plus précisément, commencer par le début de l'avènement des chemins de fer en Belgique, le 5 mai 1835, quand le projet qui a été approuvé par loi en 1834 se concrétise avec l'inauguration, en présence du roi, du premier tronçon du réseau de chemin de fer belge construit par l'État entre Bruxelles et Malines. Vous voyez en fait 3 convois avec 3 locomotives qui feront le parcours vers Malines. Ça marche tellement bien qu'au retour, en fait, ils mettent tous les convois tirés par un seul locomotive, l'éléphant. Et là, ils surestiment un peu les possibilités techniques à l'époque parce que la machine se trouve à un moment donné sans suffisamment d'eau. Elle doit s'arrêter près de Vilvoorde et prend un peu de retard pour arriver. Mais l'inauguration se passe sinon très bien, même si on relate que la population belge était assez silencieuse. Les gens c'était une telle nouveauté que les gens étaient pratiquement bouche bée. Et donc les gravures et les peintures qu'on a plus tard qui montrent une foule enthousiaste qui clairement est en train de crier, etc., ça ne correspond pas au vécu
cette inauguration-là. Par contre, dès que les gens s'habituent un peu à ces machines qui produisent un effet de frayeur presque, là, il y a l'engouement, il y a l'IS, etc., qui correspond beaucoup plus à ces images qu'on a de 1835 aussi. Ces 3 locomotives, la Flèche, l'éléphant et le Stevenson, sont de fabrication anglaise. Il y a des premiers tests qui sont faits en 1834 à Vilvoorde, et en mars, donc 2 mois avant l'ouverture, il y a la 3e locomotive qui arrive, et la presse à ce moment-là relate déjà que bon, ce sera la dernière locomotive qui sera commandée en Angleterre, qui sera de fabrication anglaise, parce qu'il y a une industrie belge qui est très prône et apte et capable de produire elle-même des locomotives. Et on s'attend à une production importante qui peut prendre la relève. Et à première vue, c'est ce qui se produit, parce que en décembre 1835, il y a déjà la première locomotive belge, le Belge, dont une réplica se trouve au musée, à Train World. En décembre, la même année, il y a déjà la première locomotive belge qui fait son apparition. Et donc, les prévisions que la Belgique peut produire elle-même des locomotives semblent tout à fait justifiées. Or, il s'avère que ce n'est pas si évident de produire des locomotives. Il faut quand même maîtriser toute la technologie. Et Cockerill éprouve quelques difficultés au début. Et en réalité, il y a encore quelques locomotives qui sont commandées en Angleterre auprès de l'usine de Robert Stevenson, le fils du père, en fait, de la locomotive, des machines, des locomotives à vapeur, de première ligne du chemin de fer en Angleterre. Il y a 14 exemplaires qui sont commandés auprès de Stevenson, et après ça encore 8. Parce que la commande de 27 locomotives à Cockerill aura du retard, et donc on doit se tourner à nouveau vers les Anglais. Par contre, Stevenson est présent quand on organise en Belgique un concours en 1839 avec un nouveau producteur qui vient de se lancer dans la production après Cockerill, qui vient de se lancer dans la production des locomotives. C'est les établissements Renard à Bruxelles, qui se trouvaient dans les Marolles. Il y a la place Jeu de Boule, en néerlandais, s'appelle Vossenplein, la référence à Renard. En fait, il se trouvait là, et la place est une place justement parce qu'il y avait des grands ateliers de production dans les années 1830-1840. Sa première locomotive, la première locomotive qui sort de ces usines, s'appelle le Saint-Michel. Et on organise en présence de Robert Stevenson un concours pour voir lequel des deux machines est plus performante, plus rapide surtout. Et vous voyez les résultats qui sont étonnants. Parce que sur le trajet Bruxelles-Malines, le Saint-Michel couvre ça en 34 minutes, lorsque la loque anglaise a besoin d'un tout petit peu plus de temps, 37 minutes. Or, la différence devient plus grande pour le retour, quand le Saint-Michel belge fait ce parcours en 50 minutes, et la loque anglaise a presque besoin de 10 minutes supplémentaires. Ça étonne fort Stevenson, qui est d'ailleurs aussi très étonné que les Belges sont capables
prolonger la vie et la durée des locomotives bien au-delà de ce qu'ils pensaient être possible quand ils regardent les parcours que font ces premières locomotives, notamment la Flèche. Les Belges maîtrisent entre-temps tellement l'entretien des engins anglais qu'elle fait des parcours en kilomètres par an qui dépassent de loin ce que Stephenson aurait pu penser être capable pour ces machines. Et en fait, cette inauguration est suivie par un essor fulgurant du transport ferroviaire. Les prévisions, en fait, au début, c'était que, bon, la première année, il y aurait à peu près 100 000 voyageurs dans les deux sens. Donc, combiné à peu près 200 000 voyageurs. En réalité, entre mai 1835 et mai 1836, il y a déjà plus de 560 000 voyageurs. Donc, beaucoup plus que le double, 2 fois et demi en fait, plus de 2 fois et demi ce qu'on avait prévu comme nombre de voyageurs. Et cette augmentation, cet engouement pour le voyage, qui en partie, ce sont des gens qui se déplacent parce qu'ils doivent être à Bruxelles ou à Malines, et plus tard j'ajoute Anvers et des autres destinations qui vont au fur et à mesure s'ajouter au réseau de chemin de fer belge. Mais il y a aussi un effet de la nouveauté. Il y a des gens qui viennent vraiment de très loin, même d'Espagne, des journalistes, des Allemands, des Hollandais, parce que c'est la première ligne publique sur le continent avec une traction à vapeur. Et c'est l'événement, il faut avoir vécu ça. Donc ça attire énormément de monde qui, rien que pour pouvoir dire qu'ils ont fait un voyage en train, se rend à Bruxelles pour faire cette expérience. Mais dans les 8 mois qui précèdent cette intervention du ministre des Travaux publics Jean-Baptiste Nothomb dans le Parlement, le 9 mai 1838, les 8 mois précédents, le nombre de voyageurs sur les lignes dépasse déjà les 700 000, et les prévisions, c'est que ça sera sur 12 mois largement plus qu'1 million de voyageurs. À ce moment-là, on dispose de 28 locomotives et le ministre met en liesse en lumière les prévisions qu'il faudra pour le trafic, même l'année qui viendra, fin 38 ou 39, il faudra prévoir entre 80 et 100 locomotives. Donc une énorme demande. Et l'industrie naissante belge a des problèmes en fait à livrer, parce que c'est non seulement l'État belge qui a besoin de beaucoup de locomotives suite au succès des voyages, mais c'est aussi l'étranger qui s'intéresse déjà à la production belge. Et avec une certaine fierté, le ministre mentionne que ce sont les modèles que nous avons fait exécuter qui sont admirés de tout le monde et qui sont proclamés les meilleurs. On nous en demande de nos voitures pour l'Allemagne et pour tous les pays où se construisent des chemins de fer. Tous les jours, je reçois des demandes de ce genre. Donc voilà, à peine née, cette industrie belge est déjà capable ou provoque déjà un intérêt à l'étranger, et les étrangers viennent faire des demandes de production. Là, il y a Coqueril, l'image de hauts fourneaux. À côté se trouvent des centres de production
du matériel de chemin de fer, notamment les locomotives. Cockerill restera tout au long de l'époque à vapeur, même au-delà, un des plus importants producteurs de locomotives. Un des premiers grands clients, ce sera l'Autriche, en fait, qui, en 1845, a déjà commandé et testé une vingtaine de locomotives. Et dans les tests, les autres pays font des comparaisons, évidemment, ils testent le matériel en comparant surtout le matériel belge au matériel anglais. Et à chaque fois, dans ces tests, le matériel belge paraît plus robuste, de plus grande qualité et avec des performances supérieures. Et l'Autriche n'hésite d'ailleurs pas à ajouter une deuxième commande de 12 locomotives supplémentaires à Cockerill. Un peu avant, il y a une délégation de Bavière qui vient visiter les différentes usines en Belgique, faire un peu le tour. Et à ce moment-là, il y a non seulement Cockerill qui produit les locomotives, il y a aussi les établissements Renard à Bruxelles qu'on a déjà vu, la société de Saint-Léonard dans le quartier Saint-Léonard à Liège, et la société de Hauts-Fourneaux Usines et Charbonnage de Marcinelle à Couillet. Donc on a déjà les trois centres auxquels vont plus tard s'ajouter Tubize et des centres en Flandre, notamment à Gand, aussi Louvain, où vont se produire ou concentrer les productions de locomotives en Belgique. L'exportation d'abord va vers les pays voisins, la France, mais la France est un marché très difficile à conquérir. L'Allemagne, qui à ce moment-là est encore fragmentée, consiste de différents petits États qui se mettent au fur et à mesure à construire des chemins de fer, et beaucoup viennent s'enquérir en Belgique des prix et voir s'ils peuvent faire des commandes de chemin de fer, de matériel de chemin de fer, de locomotives, tout ce qui va avec, en Belgique, et l'Autriche. Mais très vite, bon, ces pays commencent en fait leurs propres industries ferroviaires, ferment un peu au rang de l'importation de locomotives et de production belge plus difficile. Et donc les Belges sont obligés de regarder plus loin, de suivre aussi le rythme de l'expansion du chemin de fer dans le monde, notamment en Europe, vers le sud et vers l'est. Et un des marchés qui va s'ouvrir, qui semble très prometteur, est l'Espagne. Et notamment la grande ligne, la première qui va se faire, c'est de Cadiz à Madrid. Là, les Belges sont ahuris de voir que l'annonce officielle du gouvernement dans le journal officiel de Madrid stipule que le matériel de cette ligne, donc ça ouvre une compétition pour cette construction, mais que le matériel doit être anglais. Donc là, il y a des protestations, de vives protestations des représentants belges en Espagne, et avec succès, parce qu'il y a une deuxième publication qui rectifie le premier cahier de charge, et au lieu de fabrication anglaise, on peut lire par la suite fabrication anglaise, allemande, belge ou française. Donc c'est ouvert à d'autres producteurs suite aux plaintes belges. Par contre, les Belges se rendent compte que ils font les tests, ils comparent les prix, etc. Ils ont des meilleurs prix que les producteurs anglais. Ils savent de tous les tests, etc., que les productions belges, que les locomotives belges sont de meilleure qualité, plus performantes que leurs consoeurs anglaises. Et pourtant,
c'est les Anglais qui gagnent les concours. Ils éprouvent plus ou moins les mêmes problèmes en Italie. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a un nouveau modèle, en fait, qui est en train de s'installer pour favoriser l'implantation des chemins de fer et pour faire l'exportation de ces industries. Les Anglais proposent, en fait, de créer des sociétés à capital majoritairement anglaises, des emprunts qui font aux États ou entités qui sont les maîtres d'œuvre pour ces constructions, à bas prix. Et le modèle fait en sorte, en fait, que une fois que ce marché est conclu, il y a l'obligation qui sera inscrite de faire les commandes de matériel roulant et de locomotives auprès des industries du même pays qui construit le chemin de fer, et là, on facture. Et ce sera toute une construction. Finalement, les grands bénéfices de ces opérations vont aux sociétés de construction de locomotives, qui, à leur tour, sont en fait dans le giron des grandes entités qui produisent les chemins de fer et qui fournissent les capitaux. Et là, la Belgique se trouve évidemment à un désavantage. Elle commence seulement avec des banques, la Société Générale, la Banque de Bruxelles, qui commence à s'intéresser à l'industrie. Elle n'a pas des capitaux suffisants pour mener à bien ce genre de projet et faire la compétition avec l'Angleterre. Et elle va s'allier avec la France. Elle trouve dans la France un partenaire qui s'intéresse à ces initiatives belges et qui, par les billets de Baron de Rothschild et les frères Pereire, les grands financiers des projets ferroviaires en France, vont s'allier aux producteurs et initiatives belges pour exporter et construire des chemins de fer dans d'autres parties du monde. Il y a un autre handicap que les Belges signalent d'ailleurs, c'est que évidemment les Anglais ont une flotte marchande et ont donc des tarifs relativement bas pour leur exportation des locomotives vers toutes sortes d'endroits dans le monde. Et les milieux économiques en Belgique pressent donc le gouvernement d'augmenter la capacité du port d'Anvers et clame que c'est nécessaire que la Belgique se dote d'une flotte marchande qui sera capable de favoriser les exportations vers le reste du monde. Et là, on a une carte de l'Europe ferroviaire en 1846. Vous voyez que la Belgique, c'est déjà bien couvert de chemin de fer. Évidemment, l'Angleterre, le premier pays où le chemin de fer s'est fait aussi. Il y a des développements dans le pays allemand, la Prusse, ici l'Autriche-Hongrie, Tchéquie, autour de Paris. Et il y a des initiatives naissantes. Ça, le nord d'Italie, à ce moment-là, fait partie encore de l'Empire austro-hongrois. Et dans le reste, il n'y a pas encore de construction ferroviaire. Par contre, un peu plus tard, 20 ans plus tard, on voit que l'Europe est déjà bien couvert de chemin de fer, qu'en 20 ans, il y a un énorme progrès, un énorme engouement pour des constructions. Il ne reste que des parties de Balkans, ouest d'Espagne, à couvrir par des nouveaux projets. Et si on regarde une carte du trafic ferroviaire de l'époque, qui se trouve aux archives du Palais Royal, c'est Léopold II qui s'est intéressé à ça, on voit la concentration du trafic nord de la France, Paris,
La Belgique, l'Angleterre, un tout petit peu cette ligne dorsale nord d'Italie et l'Autriche-Hongrie autour de Berlin, et le reste, le trafic ferroviaire est encore relativement réduit. Si on regarde la production belge, on n'a pas pour l'instant des chiffres qui couvrent tous les producteurs. Je sais qu'il y a des chercheurs qui sont en train de regarder s'ils peuvent reconstituer un travail titan pour trouver toutes les données. Là, j'ai compilé les données qui sont accessibles pour Cockerill, qui se trouve dans les archives à Liège, les registres des fournitures de locomotives, pour avoir une idée annuelle de production de locomotives et de regarder quelle partie en fait de l'exportation. Donc en noir, vous voyez les exportations, en rouge, la production totale. Donc il y a bien des fluctuations. Après une première engouement ici, les années 30, il y a une période de crise qui se solde presque par la faillite de Cockerill et une refonte comme société anonyme début des années 40, un engouement des productions des années 40, crise 48, 50, avant de reprendre. Et vous voyez peut-être aussi que la production, finalement, bon, il y a des fluctuations annuelles, il y a des pics parfois, mais que la production totale reste plus stable, en fait, que les exportations. Et ça, c'est grâce aux commandes de l'État belge. Donc, comme je vous avais dit, d'abord, c'est les pays limitrophes, l'Allemagne, la France, l'Autriche, puis la Belgique se tourne vers des pays comme l'Italie et l'Espagne, vont s'ajouter un peu plus tard au XIXe siècle la Russie et le Balkan, et puis surtout là, avec l'aide des alliances avec les Français, l'industrie française, ce sera l'Amérique latine, et plus tard l'Asie et l'Afrique. Ici, quelques images de producteurs belges. C'est Baume et Marpan, l'usine à Morlanway, qui malheureusement, il n'en reste plus rien. La société franco-belge à La Croyère, des vastes complexes où se produisent se concentre la production des locomotives. Ici, quelques images splendides, justement, de cette société franco-belge qui se trouve dans un catalogue de la société conservée au SAICOM dans l'Hainaut. C'est une des rares images, en fait, qu'on voit, bon, les ouvriers posent un peu, mais bon, on voit combien de personnes sont impliquées dans la construction des locomotives. Et en fait, ces sociétés faisaient tout. Donc, l'assemblage, aussi la construction des différentes parties, du boulon jusqu'à la chaudière, jusqu'aux wagons, jusqu'aux voitures, les charpentes, la menuiserie, etc. Même les étoffes, etc., qui servaient pour les bancs en première classe ou deuxième classe, étaient fabriqués sur place. Notamment les chaudières, vous les voyez ici. Et les grandes roues de montage. Cette franco-belge, ça ne s'appelle pas pour rien franco-belge, parce que la Belgique va éprouver des grands problèmes avec ses voisins, son voisin du sud, après la défaite française dans la guerre franco-prussienne de 1870.
et la France qui doit se réinventer, qui est amputée de l'Alsace-Lorraine. Et en Alsace se trouve notamment une bonne partie de l'industrie. La France doit se reconcentrer. Il y a des grands projets qui sont lancés par l'État français de faire des connexions entre les chefs-lieux des départements que les sociétés privées qui dominent en fait le marché ou l'organisation, l'exploitation ferroviaire en France, dédaignent un peu de construire. Donc l'État fait son apparition dans la spécialisation ou dans la construction de chemins de fer en France à ce moment-là. Et ça se solde aussi par une protection de l'industrie nationale française. Un grand handicap pour les constructeurs belges qui exportaient aussi en France. Et le seul moyen en fait d'échapper à ces tarifs qui frappent l'exportation belge, c'est de créer des filiales en France. C'est notamment le projet franco-belge, mais aussi Baume & Marpan. Il y a d'autres qui vont s'implanter en France pour continuer en fait de desservir le marché français, ne pas avoir le handicap des tarifs d'importation. Et c'est la France qui va en profiter. Si on regarde l'ensemble en fait des productions françaises, on voit que les exportations françaises, leur époque dorée, c'est avant la guerre franco-prussienne. Après, la France a beaucoup plus de mal en fait d'exporter. C'est une longue crise en fait des années 80, 90 en France, avant qu'il y a de nouveau une grande expansion qui est surtout faite par l'État. Les commandes, la différence entre les exportations début du XXe siècle, et c'est là que l'industrie française va en fait connaître son essor. Parmi les producteurs français, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont des origines belges. Westlil, Schneider, etc. Quand on regarde leur histoire, à la base des entrepreneurs belges qui sont implantés en France, qui ont exporté, donc amené leur savoir-faire pour créer des industries en France. Donc l'État joue un rôle finalement important pour les industries, et plus en Belgique qu'en France, où ce sont des sociétés privées qui sont dans un cadre assez strict que l'État leur impose côté tarifs, etc., mais qui ont chacun, il y en a 6, un monopole géographique en France. Vu qu'ils ne peuvent pas vraiment faire une politique libre de tarifs et des tickets, les sociétés françaises réchignent sur tout ce qui est les coûts, et notamment font en sorte que les locomotives sont usées à la corde et réchignent de faire des nouvelles commandes parce que c'est cher, c'est un des seuls moyens en fait, d'augmenter leurs bénéfices. Ça veut dire que le système français a une demande relativement réduite, et quand il y a une demande, il faut remplacer en fait tout. Et là, l'industrie française va se trouver tout d'un coup avec des grandes commandes qu'elle est incapable d'honorer. C'est souvent les Belges qui colmatent cette brèche, qui en profitent. Lorsqu'en Belgique, les commandes se font de manière beaucoup plus constante. Et ça a à faire avec la densité des lignes. Là, ici, il y a une indication au tournant du début du XXe siècle ou fin du XIXe siècle de longueur en kilomètres par pays et par continent, et aussi par 100 kilomètres carrés, liés à la superficie des pays. Et quand on regarde un peu les chiffres, on voit que la Belgique a une densité qui détrône tout, qui est presque le double de celui de l'Angleterre, et loin plus grande que la France. Et en fait, le trafic
belge sur le réseau belge est comparativement beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. Et ça fait en sorte qu'il y a une demande constante de remplacer des locomotives qui sont utilisées à un degré beaucoup plus fort qu'à l'étranger. Ça n'empêche que les Belges sont présents non seulement avec les locomotives, mais aussi les constructions métalliques, etc., dans les pays, d'autres pays européens et partout dans le monde. Là, ici, une image en fait de la construction de la charpente, de la gare du Nord à Paris par Baume et Marpan. Et comme clin d'œil, la charpente de la belle gare d'Anvers Centrale, qui a été faite par la compagnie centrale de construction dans l'Hainaut. Et les Belges proposent en fait plein de projets. Il y a des capitaines d'industrie, il y a Ampin qui est actif en Égypte, il y a Nagelmakers qui crée les wagons-lits, etc. Il y a seulement une partie de leur demande qui va finalement à l'industrie belge. Il y a d'autres projets de construction de chemins de fer dans le Moyen-Orient, connecter Constantinople à la Syrie, l'Irak. Il y a même un projet de connecter Ostende à Calcutta en Angleterre, aussi fin du XIXe siècle. Les Belges se trouvent un peu partout avec des projets, ont parfois des difficultés de financer ça, mais en font profiter l'industrie belge. Et le dernier continent à s'ouvrir au chemin de fer, c'était l'Afrique, où les premiers connexions vont se faire pour justement ouvrir l'État indépendant du Congo, et plus tard le Congo belge, au monde, aux exportations, avec le grand risque que Albert, quand il fait son premier voyage au Congo en 1909, constate que le Katanga, le sud du Congo, qui regorge de matières premières et des possibilités d'exploitation minière, qu'il risque de tomber dans le giron anglaise, qui a déjà bien développé ce chemin de fer du Sud et qui est en train de remonter. Donc on exhorte les milieux financiers belges de s'intéresser au Congo et d'y construire des chemins de fer. Ce qu'on va d'ailleurs faire pour connecter Kinshasa, à l'époque Léopoldville, à la côte, pour contourner les rapides qui empêchent la navigation, la connexion directe par le fleuve Congo. Donc la Belgique semble bien partie en 1913. Il y a une image ici de l'exposition universelle de Gand. Elle a une industrie très performante qui peut rivaliser avec la France, etc. Il se trouve évidemment avec le handicap qu'à chaque fois, il faut exporter. Le marché interne est grande pour un petit pays, mais évidemment pas aussi grande qu'en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc elle dépend des exportations, et dès qu'il y a un pépin côté exportation, l'industrie se trouve avec un fort handicap. Il y a un pépin de taille qui va se produire au début du XXe siècle, après 1913, c'est la Première Guerre mondiale qui va paralyser complètement la production belge pendant 4 ans, presque 5 ans. Après, il faut reconstruire ces industries parce que les Allemands les ont pillées, usées, voire démolies durant leur retraite en 1918. Il y a la promesse, évidemment, des paiements qui sont imposés aux Allemands pour réparer le dégât qu'ils ont causé, mais on connaît l'histoire, ces réparations sont finalement, il y a seulement une partie qui sera payée, et la Belgique n'est pas le destinataire favori non plus de ces paiements de réparations.
Entre-temps, il y a d'autres producteurs qui ont repris les marchés belges à l'étranger. Et il y a un phénomène que les Belges ont complètement négligé, c'est la standardisation et c'est l'augmentation de l'échelle de la production. Ce qu'on trouve en Allemagne, ce qu'on trouve aux États-Unis et même en Angleterre, c'est la Belgique et en moindre mesure la France qui loupe ce mouvement-là. Et là, c'est aussi un rôle de l'État belge qui, pour préserver les équilibres entre différents bassins, différents centres industriels, préfère donner des commandes, distribuer des commandes un peu sur tous les producteurs belges, qui sont chacun très capables de fournir et produire des locomotives. Mais ça fait en sorte que l'industrie belge reste relativement fragmentée, se fait la concurrence pour les marchés à l'étranger, et qu'il n'y a pas un seul producteur qui devient un super producteur avec une échelle pour diminuer les coûts de production. Et là, ça sera un grand handicap face aux Allemands, face aux Anglais et Américains dans les années 20 et 30 du XXe siècle. Ça ne veut pas dire que l'industrie belge n'est pas capable de continuer. Elle produit là le magnifique Type 12, aérodynamisé, dont le dernier exemplaire qui a été sauvé in extremis se trouve justement à Train World, un engin magnifique qui a fait des records de vitesse d'ailleurs sur le trajet Bruxelles-Ostende. Donc l'industrie est tout à fait capable de produire, mais elle a cet handicap de coûts plus élevés et de son marché intérieur qui se réduit et qui, après la Première Guerre mondiale, n'est plus aussi régulier qu'avant, car la structure des chemins de fer belges, avec les limitations qui sont imposées pour les tarifs doivent rester basses, se trouve aussi dans une moindre capacité de faire des grosses commandes à l'industrie nationale. Et ça va inexorablement mener au déclin lent mais sûr de l'industrie belge qui sera à nouveau frappée par la crise des années 30 où chaque pays ferme ses frontières aux importations. Et puis la Deuxième Guerre mondiale qui à nouveau va empêcher l'exportation. Voilà, mon exposé s'arrête là. En conclusion, la Belgique a connu un essor énorme de l'industrie, a été à la pointe pour les constructions de locomotives, etc. Les a exportées partout dans le monde. Mais s'est trouvé face à des défis qu'elle n'a pas pu vraiment contrôler au XXe siècle, et ça menait au déclin malheureux de cette industrie belge si performante du XIXe siècle. Merci Michelangelo. Pendant la conférence très intéressante, il y avait deux questions. Une question de Marianne. Je vais commencer avec cette question. Je crois que parce qu'elle demande pourquoi est-ce que c'est plus long retour que d'aller. Je crois qu'elle fait. Ah, le retour, oui, des concours. Oui, je suis aussi par cette différence. Je pense que c'est qu'on doit fournir les locomotives en charbon et en eau. Et que c'est ça qui explique que le retour se fait plus, qu'il y a plus de temps, qu'elle met plus de temps pour retourner que pour aller. Mais je n'ai pas trouvé, en fait, c'est la presse qui relate ce concours, et je n'ai pas trouvé les détails qui permettent vraiment de
de voir s'ils ont compté les mêmes temps ou si le fait que bon, la locomotive a dû être découplée des wagons parce qu'on avait les mêmes poids, le même nombre de wagonnets que pour ne pas fausser le concours, évidemment. Si ce temps était compté, inclus aussi pour le retour. Une deuxième question. Comment expliquez-vous les succès d'exportation des tramways belges et d'une moindre mesure celle des... Attends, je t'entends très mal. Donc, le succès des tramways? Oui, donc je vais répéter. Hein. Comment expliquez-vous les succès d'exportation des tramways belges et dans une moindre mesure celle des trains? Évidemment, un investissement pour des tramways, c'est beaucoup plus light. Il faut moins de capitaux pour construire une société, construire des tramways et fournir le matériel que pour des grandes lignes de chemin de fer. Et donc les Belges sont beaucoup plus capables en fait de créer pour des villes, ils gagnent des concours, obtiennent les concessions de nombreuses villes de par le monde. Ça va vraiment de Buenos Aires ou de Santiago de Chile, en passant par Rome, Bologne, les villes en Russie, en Géorgie actuelle, etc. Même Tianjin actuelle en Chine, où les sociétés qui exploitent les tramways sont des sociétés belges. Ben, ça implique beaucoup moins de capital que les grandes lignes du chemin de fer. Et la Belgique, elle a aussi un précurseur, en fait, et a notamment des entités qui financent, comme Emprunt, qui va créer la métropolitaine, le métro de Paris, qui s'intéresse beaucoup et qui finance beaucoup ce genre de projet de tramway. Donc c'est un peu un spin-off, si vous voulez, du savoir-faire belge pour les vrais chemins de fer, face à la concurrence étrangère, etc. Elle va se spécialiser dans des niches, et les tramways, c'est quelque part une niche où la Belgique est en quelque sorte aussi précurseur avec les tramways bruxellois, puis Liège, Charleroi, etc., qui créent un savoir-faire que la Belgique, à son tour, va exporter, et qui, pendant un certain temps, reste une niche. Mais elle connaîtra les mêmes difficultés, finalement. Parce que dans les années 20, les années 30, il y a vraiment la tendance à nationaliser des entités de transport public, un peu partout dans le monde. Et donc, les concessions de tramway, etc., qui parfois ont une longévité plus longue, sont écourtées par différents pays, et de main forcée, ces entités deviennent des entités publiques des villes ou des régions ou des pays où elles se trouvent. Ok, merci beaucoup. Il y a encore d'autres questions? À ce moment, il n'y a pas. Donc, si je ne vois pas entrer de nouvelles questions, je crois qu'on peut conclure pour ce matin. Un grand merci, Michelangelo, c'était très intéressant. Et voilà. Donc, aux personnes qui veulent encore revoir cette conférence, ça sera possible. Donc, elle est enregistrée et on va le mettre en ligne pendant la semaine prochaine. Et je vais vous envoyer un email. Ça va? OK. Merci beaucoup et à la prochaine. Tout le monde. Oui. Et donc, vous voyez les autres dates, le 19 février, 19 mars, 26 mars, excusez-moi, et le 2 avril. 26 mars et 19 février, ça c'est en ligne, ça c'est sûr et certain. OK. Michelangelo, salut et tout le monde, au revoir. Très bon week-end tout le monde. OK, bye bye.